Bienvenue dans le débat de France 24. C'est une crise qui dure depuis 3 ans déjà aux confins de l'Europe. Elle a fait plus de 10 000 morts et pourri les relations entre la Russie et l'Occident, l'Union européenne en particulier. La guerre du Donbass a déjà largement dépassé par ses répercussions le strict cadre de l'Ukraine et ce n'est sans doute pas terminé. Petro Poroshenko, le président ukrainien, en conflit ouvert avec Moscou et les séparatistes pro-russes, était à l'Elysée aujourd'hui. L'occasion de faire le point sur la position française après le changement intervenu à la tête de l'État. Et l'occasion donc de vérifier qu'Emmanuel Macron n'entend rien céder sur les principes posés par son prédécesseur François Hollande, en accord avec Angela Merkel. Quelles conséquences pour l'Ukraine et pour le monde saisi par les relents de guerre froide? On en parle avec ici même en plateau Volodymyr Posselski. Vous enseignez à l'INALCO. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi vice-président de l'ONG L'Ukraine dans l'Europe. Et donc on a bien compris quel est votre parti pris dans cette affaire. Merci d'être avec nous. Merci aussi à Pascal Boniface. Vous dirigez l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS, et vous êtes auteur de Comprendre le monde, les relations internationales expliquées à tous. C'est paru chez Armand Collin au mois d'avril. Je salue également Mathieu Bouleg qui est associé au cabinet de conseil à ESMA. Vous êtes spécialiste de l'Ukraine. Mathieu Bouleg est co-auteur de l'Ukraine entre déchirements et recomposition. C'est paru il y a 2 ans aux éditions L'Harmattan. Et puis enfin, notre confrère Jean-Claude Galli, correspondant pour BFM TV en Europe de l'Est. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Je précise que vous travaillez notamment à Kiev et Moscou, ce qui explique évidemment votre bonne connaissance de ce dossier. D'abord, un principe posé d'emblée donc aujourd'hui par Emmanuel Macron. Il n'est pas question d'admettre l'intégration de la Crimée à la Russie. Pour le président français, cette péninsule continue donc de faire partie intégrante de l'Ukraine qui en conserve la souveraineté pleine et entière. Écoutez. J'ai réaffirmé la position constante de la France depuis la prise de contrôle par la force de la Crimée par la Russie en mars 2014. La France demeure plus que jamais attachée à la souveraineté de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. Et comme ses partenaires de l'Union européenne, elle ne reconnaîtra pas l'annexion de la Crimée. Pascal Boniface, il n'y a donc pas de changement notable de la position française dans ce conflit. Il ne s'était pas exprimé en fait sur le cas spécifique de l'Ukraine lors de la venue de Vladimir Poutine fin mai et de cette conférence de presse commune à Versailles à l'époque. Il s'en était tenu à souhaiter une réunion au format Normandie et une désescalade, c'était ses mots. On n'avait pas entendu sur la Crimée. Là, Emmanuel Macron réaffirme de manière claire ce qui a été une ligne rouge franchie par la Russie. Reste à savoir évidemment si un jour les Occidentaux seront en mesure de revenir au statut antérieur. Non, enfin il n'y aura jamais de reconnaissance par les pays européens de l'annexion de la Crimée par la Russie parce que pour eux c'est une violation du droit international puisque le rattachement, l'annexion ne s'est pas fait dans des conditions juridiques acceptables. Mais de même, les pays occidentaux n'ont jamais reconnu l'annexion des pays baltes, du moins jusqu'aux accords d'Helsinki de 1975 où indirectement ils l'ont reconnu. Donc il y a la non-reconnaissance de droit qui restera pour longtemps la position, mais cette non-reconnaissance n'empêche pas, si les accords de Minsk étaient mis en place, qui reste un grand si, d'avoir une normalisation des relations avec la Russie, bien que les pays européens ne reconnaissent pas cette annexion. Volodymyr Posselski, comment est-ce que vous percevez, vous, ce qu'a dit aujourd'hui Emmanuel Macron, le fait de rappeler que finalement la Crimée c'est bien l'Ukraine? Vous le voyez comme une manière de durcir le ton vers la Russie ou c'est simplement reconnaître une évidence? Oui, c'est reconnaître une évidence, mais en Ukraine, on apprécie beaucoup cette vision ouvertement pro-européenne de M. Macron et son rattachement à l'Europe comme communauté des valeurs. Parce qu'il a dit récemment que l'Europe, ce n'est pas un supermarché. Donc nous, on est attachés à cette vision. Et on salue sa position ferme vis-à-vis de Poutine. Évidemment aussi sa ouverture d'esprit. Donc lui, il veut changer les choses. Et le point de départ est très positif, encourageant. Mais le problème que... Malheureusement, je ne pense pas qu'il y a une marge de manœuvre limitée et je ne pense pas qu'on pourra malheureusement avancer sur le dossier de Donbass parce qu'on est dans une impasse politique et économique et les intérêts et les visions de la Russie et de l'Ukraine sont diamétralement opposés. Donc je ne vois pas, on pourra, comme il dit, faire petit pas, c'est-à-dire avoir le cessez-le-feu durable, sécuriser la frontière, mais pas au-delà. On ne pourra pas trouver une solution politique à ce conflit en ce moment.
Mathieu Boulegue, je vous voyais acquiescer. La France, certes, elle participe au format Normandie, et pour cause, puisque c'était lors notamment des cérémonies du débarquement qu'avait été pensé ce format-là pour discuter des questions relatives à l'Ukraine. Est-ce que, au-delà de la forme, c'est vraiment une voix qui compte, la France, dans ce dossier? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez avec Emmanuel Macron la volonté de donner une nouvelle impulsion à ces discussions? Oui, tout à fait. Je pense que le mot « nouvelle impulsion » est vraiment le terme choisi. La France, sous le président Hollande, s'était routinisée dans sa vision de Minsk II et n'a porté finalement sur la table que ce qui était déjà sur la table. Là, le président Macron se pose comme justement du sang neuf, entre guillemets. Là où l'Allemagne est aujourd'hui dans des questions de politique interne, Madame Merkel, pour l'instant, fait campagne, vit sa réélection au mois d'octobre, et il sera temps ensuite que l'Allemagne se réinsère réellement dans le dossier de Minsk II. Il y a un moment politique, je pense que le président Macron l'a vraiment compris, s'y insère et rappelle les fondamentaux. Ça ne veut pas dire que la gestion du conflit avancera, mais en tout cas, les fondamentaux partent sur une nouvelle base. Jean-Claude Galli, c'est pourtant l'Allemagne qui, indépendamment ou presque contre ce lien historique récent, contemporain, mais fort avec la Russie, a su rompre à un moment le statu quo et créer une nouvelle situation. Est-ce que la France, elle, c'est une voix qui est attendue et entendue à Kiev et à Moscou? Écoutez, ce qu'il faut constater, par contre, c'est une voix qui a été fortement absente de la négociation, même si effectivement nous sommes les parrains, en quelque sorte, du processus de Minsk avec les Allemands. Mais effectivement, c'est les Allemands qui avaient le lead, en quelque sorte, de la négociation. Alors, est-ce que la France, elle seule, peut ranimer, en fait, cette négociation de Minsk? C'est toute la question. S'il n'y a pas de volonté politique de part et d'autre, à commencer une volonté politique russe et une volonté politique ukrainienne, la France toute seule ne pourra pas faire grand-chose. Et il est vrai qu'en définitive, ce qui a été dit aujourd'hui, après la visite de M. Porochenko, ne rend pas très optimiste sur le fait que Kiev ou Moscou entendent bouger sur leur position. Donc on voit mal aujourd'hui comment ce processus de Minsk, même s'il y a une volonté du président Macron et de la France de le faire avancer, pourrait sortir en fait de la léthargie, de la paralysie dans laquelle il était jusqu'à présent. Les blocages, est-ce qu'ils tiennent, d'après vous, Pascal Boniface, aux deux parties? On va évidemment revenir sur la genèse de ce conflit et notamment sur la manière dont les accords de Minsk n'ont pas réussi jusqu'à présent à être appliqués. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit aujourd'hui Petro Poroshenko aux côtés d'Emmanuel Macron qui dit « moi je suis pour l'application immédiate des accords de Minsk et je salue le discours d'Emmanuel Macron », est-ce qu'on est simplement dans une posture ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté aussi du côté des autorités ukrainiennes aujourd'hui de faire aboutir coûte que coûte ces discussions? Déjà, il faut quand même reconnaître le mérite aux accords de Minsk d'avoir empêché que le conflit ne dégénère et devienne un conflit de grande ampleur. Alors certes, il n'a pas amené une paix véritable entre Ukrainiens et Russes, mais du moins ce conflit est resté relativement contenu par rapport aux inquiétudes qu'on avait initialement. Ensuite, effectivement, il y a un partage des torts, parce que finalement, pour les Russes, c'est soutenable. Même les sanctions occidentales sont soutenables dans la mesure où ils ont des relations normales avec tous les autres pays que les Occidentaux, et la Crimée est pour la Russie une cause sacrée. Je ne vois pas, enfin ça serait une révolution en Russie si Poutine disait je rends finalement la Crimée à l'Ukraine. Donc là, il n'y reviendra pas. Et du côté de l'Ukraine, il y a des blocages de politique intérieure, avec notamment le fait d'avoir coupé, faire un blocus sur la région de l'Est, qui viennent aggraver la situation. Et disons qu'une partie de la classe politique ukrainienne fait pression sur Poroshenko, qui a lui-même des marges de manœuvre limitées, volontairement ou involontairement, mais donc il ne veut pas aller non plus vraiment sur les négociations. S'il y avait, comme prévu, un retrait des troupes, que l'OSCE prenne possession pleinement des territoires et de la ligne de cessez-le-feu, ça serait déjà un progrès. C'est ce qu'a proposé Emmanuel Macron. Petro Poroshenko a semblé accepter cela. Ça serait déjà un progrès qui pourrait avancer. Mais une fois encore, il y a des sources de blocage, surtout pour des raisons de politique intérieure, aussi bien à Kiev qu'à Moscou. C'est le poids, notamment, dit-on, de Svoboda, Volodymyr Poselski, en Ukraine, qui rend aussi le gouvernement otage, d'une certaine manière, de la frange la plus dure de son opinion. Je ne pense pas. Le problème des accords de Minsk, il faut rappeler qu'il était signé dans le contexte très défavorable pour l'Ukraine, dans le contexte de l'intervention massive des troupes russes. Donc, sous la pression de Moscou, Kiev a accepté les conditions très défavorables. Parce que soyons réalistes, comment on peut organiser les élections libres et démocratiques sur ces territoires contrôlés par Russie sans que l'Ukraine contrôle la frontière, sans l'accès des médias et des partis politiques ukrainiens au processus électoral. Donc si on organise ces élections, c'est-à-dire c'est ça le moyen de donner la légitimité aux séparatistes. Évidemment, aujourd'hui, politiquement parlant, l'Ukraine ne pourra jamais accepter ça.
C'est pas possible parce que dès le départ, ces accords avaient ce défaut de base. Oui. C'est tout. Donc on ne peut pas les appliquer. On ne peut pas appliquer ces accords à la lettre, Mathieu Bouleg. C'est peut-être ça le problème finalement, en tout cas côté ukrainien. Oui, alors ni à la lettre, ni dans le sens, ni dans l'interprétation. Parce qu'on attend toujours ces élections locales dans les oblasts de Lugansk et Donetsk. Exactement. Le problème de Minsk II, c'est qu'il a effectivement été signé sous la pression avec d'énormes concessions de la part de l'Ukraine, mais qu'il y a aujourd'hui deux interprétations divergentes à Minsk II. L'Ukraine insiste sur un volet ce qu'il appelle sécuritaire, c'est-à-dire que toutes les conditions sécuritaires prévues par le paquet d'application de mesures doivent être remplies. C'est-à-dire le retrait des troupes, c'est-à-dire que la frontière soit rendue aux forces ukrainiennes et non pas aux forces séparatistes, un certain nombre de mesures dites politiques. A l'inverse, les Russes insistent sur un paquet qu'ils appellent politique et non pas sécuritaire, qui vise notamment la reconnaissance d'un statut spécial pour le Donbass, qui viserait à reconnaître de jure et non pas de facto les territoires séparatistes comme étant des territoires autonomes, et également l'organisation d'élections locales avec des standards qui sont finalement sous-démocratiques et qui ne permettraient pas des bonnes conditions démocratiques telles que voulues par l'OSCE. Et aujourd'hui, ce sont deux langages opposés qui s'affrontent et avec des positions qui sont irréconciliables. On en est là, nous sommes dans un conflit gelé. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de Galli, on n'a pas la même lecture d'un accord qu'on a pourtant signé des deux côtés. Est-ce que là, effectivement, on n'est pas véritablement dans une impasse? Est-ce qu'il ne faut pas faire, comme le suggèrent les Américains à Rex Tillerson, l'impasse d'une certaine manière sur Minsk et repartir sur une feuille blanche? Écoutez, là, on touche à ce qu'aimerait, en fait, pour Kiev, disons les choses clairement, Minsk II, c'est un accord qu'on rejette dès le départ. Qui a pourtant été signé. Qui a été signé, le couteau sous la gorge, c'était évoqué. Mais pardonnez-moi, mais le rapport de force aujourd'hui, il est plus favorable à Kiev. Il leur permet d'une certaine manière d'être plus regardant sur les termes de l'accord. Il est plus favorable dans le sens où, par exemple, les rapports avec l'Union européenne, ça ne vous a pas échappé, se sont renforcés. Le fait d'avoir maintenant ce régime sans visa pour les Ukrainiens rapproche l'Ukraine indéniablement de l'Europe politiquement. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour régler le problème du Donbass. Donc, est-ce que les Américains, et ça, vont rentrer dans la négociation? Kiev le souhaite. Ne s'est jamais caché du fait qu'elle souhaitait que les Américains soient partie de la négociation. Est-ce que les Russes le souhaitent? Ça, au départ, ils n'en voulaient pas. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont toujours sur cette position? C'est vrai qu'avec l'élection de Donald Trump, à un moment donné, on a pu penser que peut-être les Américains rentreraient avec l'assentiment des Russes dans la négociation. Ça semble beaucoup plus compliqué aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une possibilité si Minsk déraille, s'il y a une paralysie. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit aujourd'hui, si nous continuons à nous réunir sans résultat, il faudra bien trouver un autre format. Et de toute façon, j'aimerais finir là-dessus, c'est qu'on imagine mal une solution dans le Donbass, de toute façon, à la fin, sans la signature des Américains. Pascal Boniface. C'est vrai que les Ukrainiens craignaient beaucoup l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, qui était parti sur une ligne pro-Poutine et pro-russe. Entre-temps, il a quand même été rattrapé, le Pentagone, enfin on voit qu'il a complètement changé de ligne, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Kiev. Et par contre, je suis, mis à part effectivement les visas, mais du côté des Européens, il y a une sorte de lassitude aussi par rapport à l'attitude de Kiev, notamment la lutte contre la corruption qui n'est pas réellement faite, qui reste quand même un problème assez majeur. Les Européens se demandent un peu où va l'aide, etc. Et aussi, les Européens, même s'ils maintiennent des sanctions sur la Russie et qu'ils n'ont pas décrété des sanctions contre l'Ukraine, sont un peu aussi fatigués, disons, du manque de bonne volonté pour des raisons de politique intérieure de l'Ukraine d'aller vraiment. Donc, il y a effectivement, du côté européen, le fait de dire que c'est Moscou qui a précipité la crise, qui a été la cause première de la crise, mais qu'aujourd'hui, il y a une sorte de non plus l'origine, mais sur l'état actuel de la non-application des accords de Minsk, la plupart des pays européens font un peu la part égale entre Kiev et Moscou. Du côté américain, contrairement aux espoirs de la Russie, maintenant, de nouveau, il y a une position américaine qui est très proche de celle de l'Ukraine. Avec de nouvelles sanctions qui ont été adoptées par les États-Unis contre toute attente. D'ailleurs, ça vous a surpris, Volodymyr Poselski, ça, de voir ce durcissement finalement de l'administration américaine au moment où on attendait au contraire peut-être un abandon d'une certaine manière de l'Ukraine pour pouvoir mieux se rapprocher sur d'autres dossiers, la Syrie notamment? C'est très compliqué, disons, de parler de Trump, de sa politique, parce que c'est... Mais alors je vous rassure, c'est un problème qu'on a sur tous les débats c'est pas lui, internationaux dans lesquels les Américains sont impliqués. Heureusement, aux États-Unis, c'est quand même une démocratie solide, qu'on a une partie des républicains et démocrates qui comprennent bien les choses, donc qui voient bien les choses. Donc, et le Trump aussi, il a une marge de manœuvre limitée. De toute façon, on comprend bien que sa présidence, ce sera un désastre pour tout le monde et pour lui-même. Mais quand même, on va voir. Mais aujourd'hui, on comprend très bien que tout ce qu'il a dit
avant et aujourd'hui, il sait bien qu'il y a des marges, il y a des choses qu'il doit faire et il ne peut pas faire comme marche en arrière. Donc c'est bien qu'on applique des sanctions. Mais bon, moi je trouve quand même que c'est, le rôle des États-Unis, il est important, mais c'est aussi européens aussi, ils peuvent jouer leur jeu et c'est bien que maintenant on a, je pense que de nouveau cette nouvelle dynamique avec le couple donc Macron-Merkel. Qu'on pourra essayer de changer des choses. Et surtout, ce qu'il peut faire, c'est aussi essayer d'intégrer encore plus l'Ukraine dans l'espace économique européen. Évidemment, faire la pression sur l'Ukraine pour qu'il avance dans ses réformes. Et quand même, on a un outil formidable comme l'accord d'association, et qu'il est mis en œuvre. Et donc, cet accord, quand même, permet, on voit bien, que les exportations ukrainiennes ont augmenté d'une manière considérable. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial avec 37% d'exportation ukrainienne. Et la Russie, c'est que 10%. Donc les choses sont changées. Et donc on voit bien à long terme, si on aime Fernand Braudel, c'est la Russie qui perd. Parce que la Russie, il est en train de perdre définitivement l'Ukraine. Il y a beaucoup moins de leviers de pression sur l'Ukraine qu'il y avait encore 2 ans. Mais il faut que l'Ukraine avance et soit encore plus forte. Mathieu Bouleg, ça change effectivement complètement la donne. On voit bien l'intérêt, bien sûr, pour l'Ukraine. Pour l'Union européenne, c'est avant tout, on l'imagine, un signal de rapprochement. Mais est-ce qu'à terme, ça peut effectivement changer les conditions de la négociation? Oui, tout à fait. Et je voudrais revenir sur ce que vous avez mentionné sur Rex Tillerson. Il ne voulait pas forcément sortir de Minsk II, mais il regrettait que les courroies parallèles diplomatiques qui avaient été mises en place entre Victoria Nuland et notamment Vladislav Surkov en Russie aient disparu avec la fin de l'administration Obama. Ça, c'est un point important puisqu'il permettait de tester justement des points politiques qui ne pouvaient pas être abordés officiellement dans les négociations du format Normandie. C'est une façon aussi pour les Américains d'être présents à la table des grands dans un conflit qui maintenant intéresse d'autant plus les Américains que la Russie est devenue une question de politique intérieure. Et justement, vous voulez dire, pardonnez-moi, que ces propos de Rex Tillerson, ce n'étaient pas des paroles en l'air pour essayer de trouver, je dirais, une solution un peu différente de ce qui a été avancé jusque-là. Il y avait vraiment un sens à pouvoir mener des négociations en dehors du strict cadre de ce qui a été négocié à Minsk. Pas en dehors du strict cadre, dans un cadre élargi, ce qu'on appelle des side channels ou des back channels, qui permettent de fluidifier ou en tout cas de lubrifier un certain nombre de. Et ça, on peut le dire quand on fait de la quand on est chef de la diplomatie américaine, on peut le dire publiquement. On peut en donner un sens caché, comme ça a été perçu justement avec la déclaration de Tillerson. Mais en aucun cas, les États-Unis voudront pousser pour une sortie des accords de Minsk II. On va en reparler dans un instant et on verra notamment ce que propose Emmanuel Macron et puis concrètement ce que ça veut dire bien sûr sur le terrain en Ukraine et ailleurs. Restez avec nous. Deuxième partie du débat, c'est tout de suite.